Bonjour et bienvenue dans la tribu Gravel, le podcast qui vous aide à faire vos premiers pas et à découvrir le gravel bike et le bikepacking. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un sujet qui mérite le débat. Êtes-vous plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Oh là 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 là, attendez, restez avec moi. Vous n'êtes pas sur un podcast pâtisserie, bien sûr un podcast gravel, mais le sujet du jour correspond un petit peu à ce duel entre le pain au chocolat et la chocolatine, entre le frein à disque et le frein patin. On va parler d'un autre débat en lien avec le gravel. Je veux bien sûr parler de, attention, roulement de tambour. Mono ou double plateau en gravel en bikepacking, que choisir? Ah là 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 là. Le gravel, c'est une pratique de choix. Faut faire des choix et donc des compromis. Choisir, c'est renoncer. Et choisir entre le mono et le double plateau, c'est souvent faire des compromis. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre. Ça va vraiment dépendre de votre pratique, de votre terrain de jeu. Et ça va donc être à vous et à vous seul de choisir ce que vous allez préférer entre le mono et le double plateau. Avant de s'aventurer et de se glisser doucement dans le sujet, on va juste détailler ensemble ce qui est vraiment un plateau en fait en gravel. Vous êtes peut-être la plupart à le savoir, mais ça me paraît important de le détailler pour les plus néophytes qui nous écoutent et qui nous rejoignent et qui découvrent la super discipline qui est le gravel. Bienvenue à vous d'ailleurs. Un plateau, c'est une des pièces maîtresses d'une transmission gravel. Elle est composée d'un certain nombre de dents. Et en fait, elle permet, en communion avec la cassette, donc ce que vous avez à l'arrière sur votre roue, et la chaîne, de mettre en route, entre gros guillemets, le moteur de votre vélo. Voilà comment fonctionne plus ou moins une transmission de vélo. Au fil des années, il faut savoir que le nombre de vitesses a largement augmenté sur nos bécanes, sur nos machines, que l'on parle de gravel, de VTT ou de vélo de route. Faut savoir qu'il y a encore 15 ans, 15-20 ans, on était en 8 ou 9 vitesses. Moi, au début que j'ai commencé la compétition sur route, dans les années 2010, on était en plein milieu de la phase du 10 vitesses. Puis rapidement, je crois que ça doit être en 2011, si je ne dis pas de bêtises, le 11 vitesses, en 2011 ou 2012, le 11 vitesses a commencé à pas mal s'implémenter dans le milieu de la route. Aujourd'hui, les vélos neufs de route de moyenne et haut de gamme sont vendus avec des 12 vitesses et les vélos monoplateaux sont vendus la plupart du temps en 12 vitesses aussi, et on voit même des transmissions et certaines marques proposer du 13 vitesses. Ça arrive depuis quelques années en VTT et ça arrive aussi maintenant en gravel. Donc voilà, un nombre de vitesses qui augmente. Par contre, un nombre de plateaux qui lui a diminué, puisqu'il était courant il y a quelques années de voir des vélos en triple plateau. Alors bon, sur les vélos de route, ça fait déjà quand même quelques années que ça a disparu. Quoique sur des vélos typés endurance, cyclotourisme, c'était encore le cas il y a quelques années. Mais sur des vélos de ville, c'était très très courant de voir un vélo en triple plateau. Donc 3 plateaux à l'avant au niveau du pédalier. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est le sujet du jour, hein. On doit choisir entre 1 ou 2 plateaux. Mais vu que le nombre de vitesses à l'arrière a augmenté, on se retrouve avec un ratio de développement et avec un nombre de vitesses finalement identique, voire même supérieur qu'à l'époque où on était équipé par exemple en triple plateau et 7 vitesses sur la cassette à l'arrière. Voilà, c'était le petit point un tout petit peu technique du sujet du jour, mais qui me paraissait important d'éclaircir avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans ce pourquoi vous allez cliquer sur ce podcast. Le monoplateau dans le milieu du gravel, clairement, il a explosé et ça semble vouloir perdurer depuis maintenant 2-3 ans, que le mono semble avoir convaincu pas mal de marques d'équiper d'origine leur nouveau gravel d'une transmission monoplateau. Quelques marques proposent encore du double, mais voilà, il y a des marques qui ne font que du monoplateau et certaines marques même qui, avec la géométrie du cadre, ne permettent qu'un montage en monoplateau. Ça reste relativement rare, mais ça existe aussi. Donc ça sera aussi une question à se poser si demain vous êtes équipé en monoplateau et vous souhaitez basculer en double. Est-ce que déjà mon cadre peut accueillir un double plateau ? On a aussi remarqué que
le mono ou le double plateau n'était pas rattaché au prix du vélo. C'est-à-dire qu'on peut avoir un vélo d'entrée de gamme en monoplateau, un vélo d'entrée de gamme en double plateau, et constat identique pour un vélo haut de gamme. Voilà. En fait, on a surtout remarqué que cette mode, on le doit à la pratique du VTT. Le gravel, c'est le meilleur des deux mondes entre la route et le VTT, ça on aime bien souvent le dire, ce qui fait qu'on a hérité de certains équipements plus ou moins du monde de la route. Le cintre drop bar est le bon exemple de ce qu'on a pu hériter du monde de la route. Par contre, le monoplateau, lui, vient quand même plus du monde du VTT. On va commencer avec les avantages du monoplateau, puisqu'on va avoir un podcast assez didactique qui va énoncer, entre guillemets, les avantages factuels et le plus objectif possible, les inconvénients les plus factuels et les plus objectifs possibles. Sur le papier, c'est vrai que le mono a quand même pas mal d'avantages. Un entretien hyper facilité, pas de dérailleur avant, donc pas de bourrage du dérailleur avant, pas de casse du dérailleur avant, puisqu'on n'en a pas, qu'une seule couronne, parce qu'on va plutôt appeler ça du coup une couronne en monoplateau à entretenir. Donc c'est plutôt pratique pour un objectif de peu d'entretien et d'un vélo fiable et quasiment increvable. Bon, le mono fait partie d'une pièce du coup. Voilà, si demain on a un problème au niveau du plateau, on n'aura que le plateau à changer et ça ne pourra pas venir du dérailleur avant, du petit ou du grand plateau si on a une transmission double plateau. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui veulent faire beaucoup de kilomètres et qui ont besoin de matériel fiable, pourquoi pas en bikepacking, même si on va se rendre compte par la suite que justement peut-être le frein principal du monoplateau se joue en bikepacking. En tout cas, d'un point de vue matériel, d'un point de vue entretien, pour moi, le monoplateau a cet avantage certain. Autre petit détail qui peut vous sembler anecdotique, mais quand on pratique vraiment le vélo, on s'en rend compte, ça libère une charge mentale de ne pas avoir à gérer un plateau avant. Et ouais, c'est vraiment le truc tout bête, mais le passage de vitesse, on a juste à se concentrer sur sa cassette arrière, sur monter et descendre ses vitesses et trouver le bon développement. On n'a pas besoin de basculer du petit au grand plateau en fonction de la côte. Tiens, il y a un mur qui se rase en moi, sur quel plateau je suis. Voilà, c'est des petits détails, mais on n'a qu'un seul levier à gérer. Et sur des épreuves ou sur des sorties très longues où le mental, des fois, peut être mis à rude épreuve suite à l'effort intense qui est quand même le cyclisme, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Autre petit détail, le gain de poids. Bon, je l'ai mis dans les avantages, mais le poids est pour moi assez anecdotique en gravel. Mais il est quand même bon de noter que oui, un groupe monoplateau sera légèrement moins lourd qu'un groupe double plateau, principalement dû au fait donc que l'on se passe d'un dérailleur avant et que l'on se passe d'un deuxième plateau. Ces propos sont à mettre entre gros guillemets en fonction de la marque et du montage que vous choisissez. Je pense qu'il est tout à fait possible de trouver un groupe double plateau plus léger que certains groupes monoplateau, bien entendu. Mais vous avez compris un peu le principe, le fond de ce raisonnement. On enlève quand même quelques pièces, donc dans la plupart des cas, un groupe monoplateau sera plus léger qu'un groupe double plateau. On revient un petit peu sur l'avantage maintenant évoqué tout à l'heure, dans le fait que l'entretien était facilité. On pourrait aussi dire que le réglage est simplifié. Pas de fourchette de dérailleur avant à régler, pas de chaîne qui va frotter, moins de déraillement, beaucoup moins de déraillement, surtout si on installe une patte anti-déraillement. Donc c'est des petits détails, mais voilà, toujours dans l'esprit de tranquillité d'esprit justement. Le monoplateau a quand même cet avantage qui peut être intéressant. Enfin, celui qui va intéresser le plus grand nombre, c'est qu'aujourd'hui, les groupes monoplateaux arrivent à couvrir un bon ratio de développement. Ce que j'appelle un ratio de développement, c'est-à-dire la distance que vous pouvez parcourir avec un tour de pédale en fonction du développement sur lequel vous êtes actuellement. Il y a des tableaux qui expliquent ça, vous le retrouverez notamment en description de cet épisode, et qui permettent donc de voir en fonction de où se situe la chaîne sur le plateau et où elle se situe sur la cassette arrière, en fonction du nombre de pignons et du nombre de dents, le ratio de développement que vous pouvez avoir. Et on a remarqué qu'avec des groupes monoplateaux en 12 ou 13 vitesses et avec des cassettes assez mouse, assez grosses à l'arrière, eh bien on peut couvrir une plage d'utilisation
hyper large. Je reviendrai sur ce point juste après. Juste les avantages du monoplateau. On voit donc un confort d'utilisation. Franchement, c'est confortable d'utiliser du monoplateau, ça libère une certaine charge mentale. Une mécanique et un entretien hyper simplifié. Et surtout un ratio de développement qui devient de plus en plus correct. Je ne dirais pas qu'il égale un double plateau, mais là où avant c'était le frein majeur du monoplateau, aujourd'hui ça devient tout à fait correct et dans la plupart des cas, utiliser un monoplateau est même agréable sur un vélo. Mais voilà, tout n'est pas rose avec le monoplateau. On va commencer avec un point qui fait bondir certains ingénieurs et somme toute ils ont raison. Sur le plan mécanique, le monoplateau est une hérésie. Très clairement, voilà, on croise la chaîne d'une telle manière que les contraintes sont supérieures. Sur un monoplateau, la chaîne est très très rarement alignée. Quand je parle d'une chaîne alignée, c'est-à-dire si vous vous mettez de profil par rapport à votre vélo, vous devez voir que la chaîne, quand elle est sur le plateau, doit être plus ou moins alignée avec le pignon sur lequel elle se situe sur la cassette. Donc bien sûr, elle ne pourra pas être alignée même en double plateau avec les 11 ou 12 pignons, mais en tout cas, il est plus facile de l'aligner en double plateau qu'en mono. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup plus de friction, et donc, si on poursuit la logique, des watts de perdu, plus de frein à l'avancée. Ça, c'est sur le plan théorique. Après, franchement, à l'usage, ça ne se ressent à peine. J'ai utilisé deux groupes principalement monoplateau, donc le groupe de chez Shimano en GRX et le groupe électronique chez SRAM en monoplateau, le SRAM Rival ITEP AXS. Ces frictions, on ne les ressent quasiment jamais, hormis chez SRAM quand on est sur le 10 en pignon, donc le plus petit pignon. Là, en effet, on sent que ça peut sautiller un petit peu, que la chaîne n'est pas vraiment à sa place. Mais voilà, c'est quand on est sur le 10 en termes de pignon, donc un pignon qu'on utilise finalement très peu. Donc oui, sur le plan théorique, c'est une hérésie et c'est une aberration en termes de force et de contrainte mécanique, le monoplateau. En termes de sensation à l'utilisation, en toute franchise, c'est quasiment imperceptible. En tout cas, de mon point de vue. Certains diront aussi que le monoplateau provoque une usure prématurée des composants. Donc une usure prématurée de la chaîne, une usure prématurée de la cassette et voire même du monoplateau. Ce qui serait logique, là aussi d'un point de vue théorique, puisque on s'appuie sur le fait que, oui, les contraintes sont supérieures, donc l'usure, elle aussi, sera supérieure. Personnellement, à titre d'exemple, j'effectue facilement 3000 km avec une chaîne monoplateau. On va prendre l'exemple d'une chaîne flat top chez SRAM. Là où avec la même chaîne sur une transmission et sur la même transmission mais en double plateau, je serais plutôt aux alentours des 4000 km. Donc oui, il y a une certaine différence. Là aussi, c'est pas énorme, et quand je vous dis 3000 km, c'est pas 3000 km, la chaîne elle est morte. On constate les premiers signes d'usure à 3000 km. Là, pareil, quand j'énonce des chiffres comme ça, c'est vraiment en fonction de votre terrain de jeu, des conditions d'utilisation et d'entretien de votre chaîne, bien entendu. Certains feront 7000 km avec une chaîne, d'autres en feront que 1500. Voilà, le but n'est pas de faire une guerre des chiffres, mais plutôt de vous apporter un ordre de comparaison. Par contre, pour moi, un inconvénient que je vais placer sur les transmissions monoplateau, en fait, c'est tout simplement le prix. Puisqu'on se rend compte que une transmission, peut-être pas la transmission complète, mais les composants pour des transmissions monoplateau ne vont pas coûter moins cher. Ils vont même coûter plus cher la plupart du temps que des transmissions double plateau. Le prix d'une cassette 1044 chez SRAM, c'est plus de 200 €. Voilà. Il rigole le con. Ça fait mal, ça fait très mal. On notera aussi que la transmission est bien moins progressive qu'une transmission double plateau. Là-dessus, c'est pour revenir sur le point précédent. Quand je disais que le monoplateau commençait à avoir un ratio de développement de plus en plus intéressant, ce qui est le cas en 12 ou 13 vitesses. Oui, les extrêmes permettent de grimper aux arbres ou à contrario de suivre un peloton de cyclistes effrénés. Par contre, les sauts entre les pignons sont de plus en plus importants.
Juste à titre d'exemple, sur une transmission Shimano GRX 11 vitesses avec une cassette de 42 dents, un plateau de 42 dents et une cassette 11-42, on se retrouve avec un premier pignon de 11, puis 13, 15, 17, 19, 21. Donc jusqu'ici, on saute de 2 en 2, ce qui reste correct. Et après, 24, 28, 32, 37, 42. Donc vous voyez quand même que l'étagement fait qu'il y a des sauts assez importants, notamment entre la fin de la cassette. Sur un terrain varié, sur une sortie plus ou moins vallonneuse, en fait c'est l'idéal parce que du coup, ces 11 vitesses sur l'exemple du Shimano GRX vont quand même couvrir notre panel d'utilisation qu'on peut avoir sur une sortie variée. Par contre, si demain on monte un long col en monoplateau, et qu'en fonction de notre niveau, de notre forme du moment, eh bien en fait, on navigue entre peut-être le 24 et le 28 dents à l'arrière. Eh bien vous voyez, on navigue entre le 24 et le 28, on navigue entre 4 dents. Donc des fois, moi en tout cas c'est le problème que j'ai rencontré avec du monoplateau, on peut avoir du mal à trouver le bon rythme et à trouver la bonne denture qui correspond à notre niveau du moment et à notre forme du jour. C'est un peu mieux chez SRAM avec la transmission 1x12 vitesses. Par exemple, si on prend un plateau de 40 ou de 42 dents, à l'arrière, on se retrouve avec du 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Donc là aussi, toujours de 2 en 2, mais on arrive déjà jusqu'à 21. Puis 24, 28, 32, 38, 44. Voilà. On a les mêmes problèmes, mais étagés d'une manière différente, entre guillemets. Mais on voit quand même que les extrêmes sont un peu mieux gérés grâce aux 12 vitesses. Même si on aura toujours des sauts entre les pignons intermédiaires, toujours omniprésents. Grosse partie, le monoplateau. Grosse partie. Vous verrez, sur le double plateau, ce sera plus rapide, puisqu'en fait, on va revenir sur la plupart des points qui ont déjà été évoqués avec le mono. Mais bref, pour récapituler, pour moi, les deux principaux inconvénients du monoplateau, les sauts entre les pignons, en fonction de votre pratique, ça peut vraiment être un handicap. Et puis, les contraintes exercées et l'usure prématurée des composants. Ça aussi, c'est une contrainte à prendre en compte. On enchaîne avec le double plateau. Avec l'arrivée massive des subcompacts, donc ce qu'on va appeler des subcompacts, c'est des plateaux qui permettent d'avoir des écarts de denture entre le premier et le second plateau différents par rapport à avant. Ce qui a permis que le double plateau, depuis quelques années, regagne des parts de marché. Et là où on se dirigeait peut-être vers du mono, même en route, il y a quelques années, je crois que c'était l'équipe Aqua Blue, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais une équipe de cyclisme professionnel, qui avait été la première à équiper pour leur saison tous leurs vélos en monoplateau. Eh bien, ça n'a même pas duré la saison, quoi. Parce que je pense que le monoplateau à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui en termes de développement et de ratio justement des développements. Et les doubles plateaux ont réussi à être encore plus polyvalents grâce à des écarts de denture un peu moindres et surtout de nouvelles combinaisons possibles, que ce soit chez Shimano ou SRAM, les deux grands acteurs du marché. Donc déjà, le double plateau, c'est 22, 24 vitesses, donc une plus grande polyvalence. Bon, c'est bien beau, Hugo, tu nous as détaillé pendant de longues minutes les avantages et les inconvénients de chacun, mais du coup, que choisir ? Que choisir entre le mono et le double plateau ? Alors, voilà, comme j'ai évoqué en tout début de ce podcast, je vous conseille vraiment de porter votre choix en fonction de votre pratique. Vous faites des sorties plutôt sportives et engagées, franchement, le monoplateau, dans la plupart des cas, devrait correspondre à votre pratique, sur des courses de gravel roulantes, sur des sorties à la journée. Le monoplateau sera quand même globalement l'idéal puisque vous aurez un vélo au fonctionnement plutôt simple, un dérailleur-arrière avec 11, 12 ou 13 vitesses et c'est tout, quoi. Donc là, c'est plutôt intéressant. Par contre, si vous avez une utilisation et un gravel que vous utilisez à la fois sur des sorties route avec une paire de roues, que vous aimez bien vous tirer la bourre avec les copains du club le dimanche matin, mais vous aimez aussi aller sur les chemins plutôt roulants, là, le double plateau sera peut-être plus à son avantage grâce justement à cette polyvalence. Encore plus si vous habitez une région montagneuse. Car oui, c'est un petit peu le paradoxe. Une transmission double plateau sera un peu plus lourde, mais dans une région montagneuse sera plus intéressante grâce à cette polyvalence et à son développement plus intéressant.
En bikepacking, je vous expliquais que le mono pouvait être intéressant justement pour cette facilité d'entretien et pour ce risque de panne très 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 faible. Et moi-même, sur pas mal de bikepacking, j'ai utilisé une transmission monoplateau, donc la SRAM ITEP Rival XS. Franchement, après 5, 6, 7 heures de selle, aucun souci. Monoplateau parfait, je jonglais facilement juste avec les différents pignons de ma cassette et ça m'allait très très bien. Par contre, dès qu'on commence à faire des voyages à vélo dans des zones un petit peu plus escarpées, un petit peu plus vallonnées, avec des cols un peu plus longs, là le monoplateau montre clairement sa limite. Il vous empêchera pas de monter les cols puisqu'on a des ratios très très intéressants, mais il peut vous empêcher de trouver le bon développement pour vous sur un col roulant ou un col régulier. Et en fin de compte, en fin de sortie, générer plus de fatigue que si vous étiez en double plateau. Voilà. Bref, gros sujet. Hein. Mais bon, globalement, vous avez sûrement écouté ce podcast pour 2 raisons. Soit vous vous apprêtez à acheter un vélo et vous hésitez entre un modèle équipé d'un mono ou d'un double plateau. Dans ce cas, oui, c'est un critère important à prendre en compte, mais qui, à mon sens, ne doit pas être au centre de votre achat. Regardez peut-être la qualité de la transmission proposée, celle qui propose entre guillemets le meilleur rapport composant-prix. Et après, dans tous les cas, le mono ou le double pourra correspondre et s'acclimater entre guillemets à votre pratique. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Et si vous êtes actuellement en mono ou à l'inverse en double et vous souhaitez basculer dans l'une ou l'autre des configurations, en soi là aussi, est-ce que le changement en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà, à titre personnel, je bascule régulièrement entre une transmission mono, entre une transmission double. Aujourd'hui, après 7 ans de pratique gravel, voilà, le retour que je peux vous faire, c'est que si j'ai besoin d'un gravel pour une utilisation vraiment sportive, des séances relativement courtes, du gravel local entre guillemets, sur un terrain plus ou moins engagé, mais en tout cas plutôt plat, franchement, je me prends pas la tête et le monoplateau répondra à 99% à mes besoins. Et même le jour où je veux faire des sorties route avec un plateau de 42, voire dans certains cas pour les gros rouleurs de 44, mais 42 c'est déjà très très bien. Et une cassette pareil à l'arrière 10-44 et vous pouvez même mettre plus petit. Voilà, j'ai fait des entraînements avec des groupes de cyclistes locaux, il n'y avait aucun problème même pour aller jouer la pancarte derrière. Donc voilà, dans des portions vraiment très très roulantes, on se retrouve facilement sur le pignon de 11 ou de 10, donc ça vient un petit peu gratter, un petit peu gâcher l'expérience utilisateur, mais ça reste des utilisations à la marge, et si vous roulez même seul sur des sorties route, le monoplateau devrait vous convenir sans aucun souci. Et à contrario, si vous êtes en double, eh bien votre transmission actuelle double plateau doit déjà vous permettre de passer quasiment partout ou presque, et donc reste adéquate pour 99% là aussi des utilisations. Donc voilà, une réponse peut-être un petit peu de breton, mais une réponse qui j'espère va vous éclaircir un petit peu sur quel choix faire, les avantages et les inconvénients de chacun. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui on a la chance de voir les deux solutions de proposer sur la plupart des modèles. Donc profitons-en, testez les deux, faites-vous votre propre avis, votre propre objectif, c'est vraiment très très personnel. Testez et puis après adoptez ce que vous préférez et ce qui correspond le plus à vos besoins. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à poursuivre la discussion en commentaire sur les réseaux sociaux ou même directement au sein de la tribu, notre Discord privé, que vous pouvez rejoindre gratuitement. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast, Spotify ou à vous abonner aussi au podcast via ces différentes plateformes et YouTube. Et puis, je voudrais juste terminer en remerciant Kevin qui nous a laissé un avis la semaine dernière pour nous remercier sur notre super mail qui abordait le sujet de comment augmenter son endurance en gravel et qui nous recommande de suivre à partager ce genre de ressources pour aller un peu plus loin. Donc voilà, vous aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller un peu plus loin avec Gravel Passion et à vous rendre aussi sur notre site internet et à rejoindre notre belle communauté. Voilà, belle fin de semaine à vous. Roulez bien, pédalez bien,
et profitez des beaux jours qui arrivent. Allez, la bise. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.